Bon, alors, que je vous explique. Aujourd'hui, c'est une session un petit peu particulière, du coup, puisque c'est ce qu'on appelle la session zéro, donc pour les gens qui ne connaissent pas. C'est une séance, en fait, un petit peu qui fait office de préambule à la vraie partie. Donc, on va vous expliquer un peu quelle va être la partie en question. L'objectif est, on va dire, de poser un peu le cadre et des règles que les joueurs vont avoir besoin, évidemment, de connaître pour pouvoir jouer, mais que les gens qui voudront, eh bien, spectate, on va dire, le scénario, le vrai, à partir de la prochaine séance. Il peut être bon, du coup, d'avoir suivi cette séance pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, qui sont les personnages, entre autres. Voilà. Ce qu'on va faire en fait, c'est que dans le cadre de cette session zéro, donc d'ailleurs merci à tous ceux qui sont présents pour cette toute première, on espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des retours si jamais il y a des soucis techniques, hein, on va faire au mieux. Donc l'objectif, voilà, ça va être de poser le cadre du scénario qui va se jouer sur plusieurs séances. Donc actuellement, on n'a pas la date exacte en tête, mais on pourra en parler entre nous après. Mais on pense que ça va être début mai, donc peut-être la première semaine de mai, si on arrive à être suffisamment rapide et efficace et que les gens sont dispo, évidemment. Et initialement, voilà, on avait pensé que ça durerait peut-être une ou deux séances, mais on est parti sur quelque chose qui va durer plus longtemps, d'après nos estimations. On est sur peut-être trois séances, voire peut-être quatre. Ça va dépendre de ce que les joueurs vont proposer aussi par rapport à ce qu'on a prévu. Et nous, il faut bien savoir qu'en continu, du coup, entre les séances, en plus, on va continuer de travailler parce que ça s'arrête jamais pour essayer de voilà proposer quelque chose de toujours plus intéressant et voilà pour les viewers et aussi pour les joueurs. Donc, au programme de ce soir, on a plusieurs éléments. Donc, on va avoir une présentation du contexte de la partie qui va se tenir donc à partir du début mai, une présentation des règles du système de jeu qu'on va utiliser parce que qui dit JDR dit règles, mais en plus de ça, pour les joueurs qui vont jouer avec nous, donc il y a Léo qui s'appelle Ezekiel ici, on a Ryan avec Zenny Spartan et Pierrot avec J'ai du bol. Donc Grimdem, donc Paul et moi-même, on est les deux MJ puisqu'on va être à deux compteurs. Vous allez voir, c'est un peu particulier, ça se fait pas beaucoup, mais on va tenter l'expérience. Donc ça va être un scénario qu'on a coécrit et voilà. Donc pour le coup, on va vous présenter le système de règles et ça va être utile aussi aux joueurs puisqu'ils ne connaissent pas ce système de règles. Il faut savoir qu'on joue quand même assez fréquemment ensemble dans la vraie vie. Voilà. Mais ce système-là, c'est de l'inédit pour eux. On aime bien tenter des nouveaux trucs. Et on aura une partie de focus et de discussion pour la création des personnages. Donc on reviendra plus en détail par la suite, mais une fois les règles, on va dire, partiellement dans un premier temps ingérées et assimilées, on pourra revenir donc sur les personnages qui vont être incarnés par les différents joueurs ici, puisque c'est tout le concept. Donc pour ce qui est de la session d'aujourd'hui et pour le live et tout ça, on va essayer avec Paul de répondre à toutes les questions qui pourront se poser. Donc n'hésitez pas à en poser dans le chat si jamais il y a des choses que vous comprenez pas. Il n'y a pas de questions bêtes étant donné que tout le monde ne connaît pas forcément du tout le jeu de rôle. Ça c'est évident et Paul et moi on va essayer de se relayer pour répondre s'il y a besoin. On on n'expliquera pas dans le détail comment ça se joue, parce que l'idée c'est que vous voyez ça, chers viewers, un peu comme un feuilleton télé, vous n'avez pas besoin, on va dire, de connaître les vrais rudiments du truc. C'est plus pour les joueurs qui savent comment ça se joue un jeu de rôle et nous masteriser. Et si jamais, voilà, par contre, la question se pose plusieurs fois, on pourra éventuellement peut-être expliquer comment ça marche un jeu de rôle par la suite. Voilà. Tu me dis, Paul, si j'ai oublié quelque chose, mais voilà, moi je commencerai bien sur la partie contexte. Ouais, ouais, je pense que c'est bien résumé. Bah, je te laisse contextualiser, puis après j'explique les règles. Ouais, ça marche. Alors du coup, pour notre scénario à venir, on va se baser sur le jeu de rôle qui s'appelle l'Appel de Cthulhu. Donc un jeu de rôle qui est issu des œuvres de Howard Philip Lovecraft, donc un auteur américain. Donc pour juste contextualiser, c'est un jeu de rôle qui est orienté horreur. Donc déjà, voilà, faut savoir ça va être peut-être un petit peu, voilà, je vous préviens, peut-être que certains sont sensibles à tout ce qui peut être hémoglobine, tout ça. Évidemment, on va pas, l'idée est de choquer personne, voilà, mais soyez avertis, c'est un jeu de rôle d'horreur, donc vous savez ce que ça peut impliquer. Ce serait comme regarder un film d'horreur et voilà, avoir peur du sang. Voilà, vous êtes prévenus. L'idée, donc, c'est un jeu de rôle à ambiance qui va se passer, nous, en l'occurrence, aux États-Unis dans les années 2023. Donc, on joue à l'ère actuelle, à l'ère moderne, pour des raisons d'immersion un petit peu plus faciles. Et donc, ce sera avec la bonne technologie qu'on connaît de nos jours. Évidemment,
tout ce qui existe dans le monde, le Covid, le passé, enfin tout est gardé tel quel. L'idée c'est que ça s'ancre dans le réel le plus possible, en ajoutant évidemment un côté horreur et ce qu'on appelle donc pour l'appel de Cthulhu les grands anciens, des créatures antédiluviennes. Enfin voilà, vous aurez l'occasion de comprendre, je pense, assez rapidement. Donc, ça va se passer en Amérique, et pour le coup, le système de règles qu'on va utiliser va peut-être parler à certains joueurs, et sait-on jamais à des viewers, mais le système de jeu, ça va être un système qu'on a repris de Cthulhu Dark. Donc Cthulhu Dark est une version qui est beaucoup plus synthétique et courte que les règles de Cthulhu de la 7ème édition que nous on connaît. Et ça va avoir quelque chose de très différent. On tente ça pour voir si ça peut pas rendre des scénarios sur des one-shots un petit peu plus intéressants. Et l'idée, c'est d'alléger un peu les règles. Du coup, je vais laisser Paul vous expliquer un peu tout ça. Et voilà. Ouais. Ouais, ouais. Euh, Ok. Bah, du coup, les gars, on va commencer. Parce que du coup, je vais surtout m'adresser à vous qui allez jouer. Ça va surtout vous intéresser, vous. Je vais un peu vous expliquer les règles, les choses que vous connaissez, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'on a adapté, comment ça a changé et comment ça va se jouer. Si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas aussi, hein. On est là pour ça. Et, euh, et du coup, ouais, comme disait Popo, on a pris le système Cthulhu Dark, qui est une version très simplifiée du Cthulhu, et on se les réapproprié, on se les réapproprié. Euh, Globalement, je vais vous présenter un peu dans les grandes lignes, mais je vais rentrer dans certains détails, les trucs vraiment importants qui vont vous servir à jouer et surtout à créer votre personnage derrière. Donc bah, je propose qu'on aille direct dans le vif du sujet, hein. Let's go. Du coup, en gros, la création de personnage, on va commencer par ça, je pense que c'est ce qui va vous intéresser dans un premier temps. Euh, Outre, on va dire, l'identité de votre personnage, c'est-à-dire le nom, le prénom, le sexe, l'âge, etc., ce qui est important, c'est la profession. Dans un Cthulhu normal, vous avez une profession qui va vous permettre d'avoir des points de compétences que vous allez dispatcher partout et qui vont vous permettre de faire des tests derrière. Ici, nous, on a simplifié la chose avec juste une profession écrite et après, on adapte le champ de compétences pendant le jeu. En gros, ce qui est intéressant pour nous, c'est que on a juste une profession qui va couvrir un certain champ de compétences, un certain domaine, et nous derrière, on va pouvoir décider ensemble avec vous à quel point ça couvre, quelles sont les limites de cette profession, quelles sont les compétences que vous avez, quelles sont les compétences que vous ne couvrez pas, etc., etc. L'idée, ça va être que vous ayez tous potentiellement une profession différente et que votre profession ne couvre pas l'intégralité des compétences possibles, que vous ayez quand même des lacunes, vous êtes quand même des humains. Donc il faut quand même que vous ayez des choses que vous ne sachiez pas faire. C'est pour ça qu'on va sûrement revenir sur certaines professions ou pas, on va en discuter ensemble. Et ensuite, dans Cthulhu, vous avez du coup aussi ce qu'on appelle un champ de compétences d'intérêt personnel, qui vous permet d'avoir des compétences supplémentaires que vous avez par exemple étudiées en dehors de votre profession. Ici, on l'a caractérisé par un hobby, qui va vous permettre d'étendre encore plus votre champ de compétences sur des choses que votre profession ne couvre pas. On vous fournira un document par la suite dans lequel on a quelques exemples de professions et de hobbies. Mais du coup, c'est peut-être intéressant que vous réfléchissiez à un hobby qui n'est pas déjà couvert par votre profession et vice-versa. On reviendra dessus plus tard quand on fera vos personnages. Du coup, ça c'est pour la profession et le hobby. Ça va être utile tout à l'heure quand on parlera notamment de lancer de dés. Il y a une autre chose qu'on vous a demandé de choisir au préalable, c'est les traits. Les traits, pour ceux qui ont fait du Ten Candles, je crois que vous en avez tous fait ici, ça va fonctionner un petit peu de la même manière. C'est-à-dire que vous avez un trait positif et un trait négatif chacun, qui seront utiles à des moments spécifiques du jeu. Pareil, on va y revenir après. Mais qui sont aussi du coup très utiles pour le RP. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est ce que votre personnage est. Ces traits seront exacerbés à certains moments grâce à des actions spécifiques qu'on détaillera plus tard. Mais quoi qu'il arrive, votre trait est là et vous pouvez l'utiliser pour du RP tant qu'évidemment ça ne vient pas ruiner l'ambiance, ça ne vient pas ruiner l'histoire, etc., etc. L'idée c'est pas de faire de l'anti-jeu. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense que vous êtes déjà au courant de toute façon. Yes, yes, yes. Voilà, je passe assez vite là-dessus parce que ça c'est des choses que du coup vous avez déjà plus ou moins en tête et on va surtout les détailler plus tard. Voilà, il y a une chose qui est importante aussi, c'est que dans un Cthulhu, vous avez de la santé, donc qui est votre vie,
et de la santé mentale qui est votre état psychologique. Ici, on les a caractérisés par 2 compteurs, la santé donc pour votre vie et la folie qui est en fait la santé mentale. Qui sera visible? Ouais, on va Oui. on va vous les mettre visibles à l'écran. Ils Et seront comme, excuse-moi, ils seront Vas-y. comme pour ce qu'on fait d'habitude sur la campagne. Vous aurez en fait vos compteurs qui sont pleins et qui vont se vider au fur et à mesure. voilà. Des D'accord. petites Est-ce qu'on verra ceux des autres? Oui, je Mais on pense. voit pas les valeurs, c'est ça? Ouais. Mais enfin, vous aurez tous les mêmes valeurs. De toute façon, vous aurez tous 6 et 6. Ouais. Je laisse Paul Ça continuer marche. d'expliquer. Ce sera 6 et 6 et du coup ça va pas se vider, ça va s'augmenter. Parce que Hmm. du coup, c'est en gros, vous avez un compteur de 6, donc qui en fait quand on joue sur table c'est symbolisé par un D6 directement en fait. Et nous ici vu qu'on va jouer en ligne, ce sera juste un compteur de 6. Et plus vous êtes bas, plus ça veut dire que vous êtes bien, Ça. que ce soit psychologiquement ou physiquement. Physiquement. Et plus vous vous rapprochez de 6, plus vous êtes vraiment dans la merde. Au point où dès que vous arrivez à 6, c'est que c'est potentiellement la fin proche de votre personnage. Ça veut pas dire que vous C'est des mourrez. paliers? C'est des paliers, ça va y C'est aller des par paliers. paliers. On n'a pas prédéfini des noms de paliers ou des descriptions par palier. Ça va un petit peu être au feeling en fonction de comment on le sent. Mais en théorie, plus vous allez avancer vers le 6, plus vous allez être dans la merde. Et du coup, Ouais. dès que vous arriverez à 6, dès qu'un compteur arrivera à 6, c'est que c'est la fin imminente de votre personnage. Voilà. Ça se fera pas immédiatement, parce Non. que l'idée c'est pas hop t'es mort, mais c'est que on va trouver ensemble et amener ensemble votre mort ou votre destruction psychologique au point de tomber dans une folie profonde qui rend votre personnage en fait injouable. Ça va être les compteurs. Une chose que Popo a peut-être pas dit, je le dis maintenant parce que je vais sûrement le répéter plusieurs fois. Tout ça, c'est des choses qu'on met en place plus ou moins nous et qu'on n'a pas testé. Donc ça va être un petit peu une bêta, alpha avec vous, là on sait pas trop si ça va marcher. Peut-être que certains points de règle Évoluer, ouais. vont évoluer au fur et à mesure, notamment le compteur, on pensait au compteur de folie et de santé, pour l'instant il est à 6. Si on voit que dès les premières sessions vous prenez trop cher, peut-être qu'on augmentera ce compteur par exemple. Tout à fait. Voilà, on va faire évoluer un petit peu avec vous, donc va falloir être indulgent. Yes. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour les caractéristiques de vos personnages. Donc profession et hobby qui couvrent vos compétences, qu'on va un petit peu définir et utiliser en plein jeu. Les traits, c'est surtout pour du RP, pour des moments spécifiques. Et enfin, les compteurs de santé et de folie, qui vont un petit peu symboliser l'état de votre personnage au fur et à mesure du jeu. Ensuite, on va parler du coup, finalement, de la mécanique propre du jeu de rôle, c'est-à-dire réaliser une action et donc les lancer de dés. Pour réaliser une action dans notre système de jeu, tout se joue au D6. Modulo si on augmente la valeur des limite, dés spéciaux. la valeur des dés spéciaux. Mais ça évoluera peut-être ou pas. Donc pour l'instant, tout se joue au D6. Lorsque vous voulez réaliser une action, du coup, quelle qu'elle soit, et tant qu'elle est faisable humainement, faut lancer des dés. Vous aurez tous systématiquement un dé à lancer, qui est lié en fait à la faisabilité de l'action. Comment ça va se passer? C'est comme dans Cthulhu, vous allez avoir un seuil de réussite, il faut faire au-dessus ou égal à ce seuil. Si on vous donne 4, il faut faire 4, 5, 6. Si on vous donne 3, c'est 3, 4, 5, 6, etc., etc. Donc plus un seuil est haut, plus l'action est théoriquement difficile à réaliser. D'accord. Si on vous donne carrément 6, c'est qu'on estime qu'elle est presque impossible, quoi. C'est presque un Ça veut dire critique. Voilà. On n'aura jamais à lancer plus d'un dé. Si, on y vient. Mais Mais vous avez tous au moins un vous avez dé. tous au moins un dé à lancer. Il n'y a aucune action qui ne sera jamais faisable. Tant que C'est ça. on vous autorise à faire un jet. Si on vous C'est autorise à faire un jet, c'est que vous pouvez le faire. Dans des cas spécifiques, si par exemple un des joueurs est blessé, peut-être que les autres pourront lancer des dés, mais pas lui. Enfin voilà, ça ce sera à nous de l'adapter en fonction du jeu, etc., etc. Exactement. Mais si l'action est humainement réalisable, alors il y a un dé systématique qui est lié à la difficulté de l'action, qui est lié à la faisabilité de l'action. Et c'est nous qui établissons le seuil de difficulté sur le moment. Ouais. À ça peut s'ajouter un dé de profession ou de hobby. C'est pour ça qu'on vous demande de couvrir des champs différents avec votre profession et votre hobby, c'est que vous pouvez jamais faire un dé de profession et de hobby, c'est l'un ou l'autre. Et en gros, si l'action est humainement réalisable, mais qu'en plus elle est dans un des domaines de compétences de votre hobby ou de votre profession, alors vous avez un dé supplémentaire, ce qui fait que vous lancez 2 d6 au lieu d'un. Ce qui rend l'action
théoriquement plus réalisable puisque vous avez plus de chances de faire des 6 ou de réussir puisqu'il faut qu'il y ait au moins un dé qui réussisse, qui soit donc au-dessus du seuil critique pour que l'action soit considérée comme réussie. Tout à fait. Sachant que, je le précise maintenant, un 6, ça équivaut pas forcément. En fait, on n'a pas vraiment de concept de réussite critique ni d'échec critique. C'est pas fixe. C'est que si vous avez un 6, c'est une très bonne réussite. Si vous avez un 1, ça échoue plutôt beaucoup. Mais plus vous allez avoir de 1, plus on peut considérer que c'est raté. Et plus vous allez avoir de 6, plus on peut considérer que c'est réussi. Ça, pareil, il n'y a pas vraiment de truc fixé sur ça, c'est une réussite critique, ça, c'est un échec critique. Mais considérez que si vous commencez à faire beaucoup de 1 en même temps et à la suite, c'est que vous allez sûrement finir dans la merde. Hein. J'ai une question. Ouais. Oui. Par rapport, disait au fait qu'on ait un dé du coup de hobby, un dé de profession et un dé de base. Imaginons, on a eu une profession. Je prends l'exemple d'un militaire, quelqu'un qui sait tirer à l'arme. Est-ce qu'il y a aussi le fait que notre personnage a évolué? Par exemple, au hasard, un personnage vieux, est-ce qu'il aura toujours ce bonus-là, sachant que il a Parkinson et que malheureusement... Alors, du coup, si je peux donner mon avis sur ce point, Paul, c'est un truc auquel on a pensé, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, là, on adaptera le seuil de difficulté. Mais vous aurez toujours votre dé lié à votre profession ou votre hobby. Mais en effet, c'est comme si votre état physique se dégradait avant la partie, vous voyez ce que je veux dire? Et en gros, par rapport à ça, d'ailleurs, j'en profite pour parler d'un point, c'est que quand on va parler de vos persos après, pour ce qui est des champs de compétences, comme vous avez compris, c'est pas quelque chose de défini dans le dur. Donc c'est à vous de justifier l'appel à votre profession ou votre hobby, c'est plus ou moins évident. Et nous, on se garde évidemment le droit d'arbitrer pour un souci d'équité aussi sur les choses que vous êtes capable de faire. Dans l'exemple, quelqu'un qui a fait l'armée, techniquement, il a tout un panel de compétences assez fort. On va pas vous autoriser à faire tout et n'importe quoi, parce que sinon, des gens serviront plus à rien. Enfin, vous avez l'idée. Donc en général, il faut essayer de se positionner, on va dire, de réfléchir un peu à, on va se dire à peu près, vous voyez, 4-5 compétences liées à votre hobby, votre profession, enfin dans l'idée. Vous voyez, on essaie un peu d'avoir quelque chose de stable. Voilà. Mais évidemment, on est ouvert à chaque fois à des propositions, mais c'est nous qui aurons évidemment le dernier mot pour voilà. Et de la même manière, un militaire par exemple, c'est un peu large. Il faut que vous précisiez si vous étiez plutôt dans la marine, plutôt militaire terrestre, plutôt dans l'aviation par exemple. Parce que sinon, ça veut dire que vous savez théoriquement, si vous dites juste militaire, on peut supposer que vous savez piloter, vous êtes à la fois marin, vous êtes aussi terrestre, vous savez tirer. Cuisinier. Le grade aussi, j'imagine. Par exemple, le grade, dans une certaine mesure, ça peut jouer. Voilà. Mais c'est pour ça que pour vos persos, notamment, on va revenir après parce qu'on va un peu vous pousser sur ces réflexions. Voilà, je te laisse reprendre, Paul. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez, mais... Du coup, en gros, une action, c'est un dé systématique pour tout le monde. Le niveau de difficulté s'adaptera du coup en fonction de votre état, en fonction de tout ça. Vous n'aurez peut-être pas forcément le même niveau de difficulté aussi, comme on disait. Par exemple, si tu as Parkinson, peut-être que toi, tu auras un niveau 5, tandis que les autres auront un niveau 4. Aussi par rapport à vos compteurs. S'il y en a qui se rapprochent de la folie ou qui sont blessés, pareil. Donc ça, c'est le dé systématique. Et ensuite, vous avez un dé en plus qui est la profession ou le hobby. À ça va s'ajouter un troisième dé potentiel. Donc vous aurez un minimum de 1 dé et un maximum de 3 dés à lancer. Enfin que vous pouvez lancer. Ce troisième dé, c'est si vous décidez d'emmener finalement votre personnage dans ses derniers retranchements et de mettre en jeu soit sa folie, soit sa santé. Donc c'est un dé en plus qui va taper directement dans le compteur de santé ou de folie. Comment ça marche? Vous allez lancer vos 3 dés. Si le dé de folie ou de santé est le dé le plus élevé, alors vous allez devoir faire un jet de folie ou de santé. Qu'est-ce que c'est un jet de folie ou de santé? On y vient. C'est comme ça que vous allez finalement incrémenter votre niveau en santé et en folie, et donc petit à petit sombrer soit vers la folie, soit vers une destruction physique finalement. Comment ça se passe? Vous lancez votre dé, donc c'est un D6. Si le résultat est supérieur à votre compteur actuel, alors vous augmentez ce compteur de 1. Exemple, si j'ai 2 en santé et que je fais un jet de santé, je lance mon dé. Si je fais au-dessus de 2, donc 3, 4, 5 ou 6, je passe mon niveau de santé à 3. Je l'augmente de 1. On commence au palier 1 ou 0? Tout à fait, 1. Il n'y a pas de palier 0, parce que sur votre jet de santé, vous lancez forcément un dé.
c'est pour ça qu'on vous dit qu'on sait pas encore si on va devoir augmenter ce seuil de 6 à 8, dans le sens où si dès les premières sessions vous êtes en train de mettre votre folie et votre santé en jeu, bon, Ça peut vite ça peut vite s'incrémenter. monter. De la même Surtout que manière, finalement, si je vas-y, comprends bien, il n'y a que 5 paliers. Comme on commence à 1, techniquement, ouais. Mm. C'est ça. c'est assez rapide. C'est pour ça que ça Alors, peut être assez voilà. rapide. Mais on tient quand même à préciser un truc. De la même manière que la profession et le hobby, il faut le justifier. Si vous décidez de mettre en jeu votre santé ou votre folie, faut nous le justifier aussi. Il faut nous dire concrètement ce que vous faites. Dans le sens où, sinon, ça veut dire que vous pouvez utiliser pour n'importe quelle action votre santé ou votre folie. Et en vrai, c'est quelque chose d'assez concret. C'est vraiment que vous allez envoyer votre personnage dans les derniers retranchements et potentiellement taper dans son état psychologique, voire dans son état physique. Donc c'est que faut plus ou moins nous justifier pourquoi et comment vous faites ça en fait finalement. Comment ça s'interprète, c'est ça? Comment ça s'interprète, Exactement. comment vous nous le justifiez. On sera pas intransigeant, mais Voilà. même nous on pourra vous aider à trouver une justification. Mais c'est juste que C'est le roleplay. on vous permet pas en fait de faire systématiquement 3d6 en fait, de lancer systématiquement 3d6. Sinon c'est facile et sinon effectivement le compteur de santé ou de folie peut exploser quoi. Voilà, c'est pas dans votre intérêt non plus en fait qu'on vous laisse le faire à Mm, mm. outrance quoi. Sinon vous allez vite mourir. Voilà. Je sais pas si ça a été super bien compris l'histoire du troisième dé plus grand, tout ça, Si, mais si. bon, ok, nickel. Bah, C'est clair. Parfait. vous êtes incroyable, et bah, de toute façon, ça, ce sera utilisé en jeu. Euh, Tout ça, du coup, on en a parlé. Si, une chose qu'on a un peu mis en place avec Popo, on verra comment ça se fera concrètement en jeu, Mm. si combien de dés par dé on lance. Mais juste pour que tout le monde comprenne, j'ouvre ici, pour que le chat voit aussi, j'ouvre Oui, l'afficheur l'aide. des dés. Oui. En gros, en bas, vous avez des macros que vous pouvez activer dans l'onglet des macros. Je vous laisse regarder si vous voulez. Mais en gros, typiquement, si je lance 2 D6, on considérera ici que le premier dé c'est le dé systématique, le deuxième dé c'est le dé de profession ou de hobby. Et de la même façon, quand on tire comme ça, le premier dé c'est le dé de systématique, le deuxième profession ou hobby, et le troisième ici de santé ou folie. Ça nous permet d'avoir un truc à peu près fixe et de pas constamment interpréter un petit peu comme on le veut. Oh tiens, mon dé de santé il est supérieur ou inférieur ici, je vais décider que c'est celui-là quoi. Voilà, non mais C'est comme... ça serait pas possible. Voilà, ça serait pas possible. C'est histoire de fixer un peu ça. Avec Popo, on se disait, dans les moments où vous décidez d'utiliser un dé de santé ou de folie, quand vous décidez vraiment de mettre en jeu votre état Endure. psychologique ou physique, peut-être que vous lancerez 2 D6, puis un en mode voilà un peu de suspense, un peu est-ce que je vais crever, est-ce que je vais passer un seuil ou pas. Voilà, on Voilà. verra un petit peu comment ce sera adapté en jeu, mais en gros, tout ça pour dire qu'on va essayer de faire en sorte que... parce que vu qu'on lance des D6, autant sur une table, on peut peut-être vous donner des dés de différentes couleurs, Là on autant peut ici, pas. il faut vraiment qu'on pose des règles pour voilà, déterminer tout ça. Ensuite, du coup, finalement, comme dans Cthulhu, vous avez une possibilité de reroll. Si vous n'êtes pas satisfait d'une action, vous pouvez reroll. Comme dans Cthulhu, vous relancez tous les dés qui ont été mis Mis en en jeu jeu. avant. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que si vous avez mis en jeu votre dé de santé ou de folie juste avant, vous relancez les 3 dés. Et donc vous relancez un dé de santé ou de folie. Si dans les 2 G, votre dé de santé ou de folie est le plus élevé, alors vous lancez 2 G de santé ou de folie derrière. Donc ça peut vraiment vous enculer si jamais vous cherchez, enfin si vous lancez 2 fois d'affilée un dé de santé ou de folie, ça peut être violent pour vous. Tout à fait. Et au contraire, si vous avez lancé que 2 dés au premier jet, alors votre reroll, vous pouvez y ajouter votre dé de santé ou de folie. En gros, lors du reroll, vous rajoutez les dés que vous voulez. Vous pouvez décider, justement, ça peut être une justification. Je reroll parce que je vais et j'ajoute mon dé de santé parce que justement, je pousse mon personnage dans les derniers retranchements. C'est un petit Ce peu qui la est deux méta fois de plus base, risqué finalement. ce qui est un peu risqué. Mais bon, à vous de voir. Mais fun. Mais fun. Parce que de toute façon, Et vas-y. ce que j'allais dire, c'est que c'est surtout qu'il y a peut-être un moment où vous aurez pas le choix en fait. Ouais. Et de toute façon, la méta du vrai Cthulhu pour le redoublement, c'est effectivement que vous poussez votre personnage dans les derniers retranchements. Donc ça peut totalement justifier que vous lanciez un dé de santé ou de folie en plus. Donc ça c'est bon, c'est pour le reroll, ça c'est pour... moi, alors si vous m'arrêtez pas, je considère que c'est bon, donc n'hésitez pas si Ouais, vous ouais. avez des questions ou des trucs qui Bon. sont pas clairs. Vas-y.
Folie ou santé, c'est bon. Les tests, on a dit. Voilà. Du coup, on va arriver à deux nouveaux compteurs qui sont pour le coup également un test pour nous. On va voir ce que ça donne et si c'est vraiment intéressant pendant le jeu. On a décidé avec Popo d'ajouter des points de menace et des points d'espoir. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est deux compteurs, un compteur pour nous les MJ et un compteur pour vous les joueurs, qui vont vous permettre soit de vous sortir de situations ou d'avoir finalement des 10d6 à week-end. Rejet de dés, ça. Ouais, C'est rejet pas le de bon dés. JDR, ça. Oupsie. T'inquiète, t'inquiète. Du coup, ouais, je disais des points de menace ou d'espoir qui vont vous permettre soit nous de vous mettre encore plus dans la merde, soit vous peut-être de vous sortir de situations un peu compliquées. Comment ça marche concrètement? Pareil, ça va un petit peu être à notre initiative de quand est-ce qu'on a envie de vous en donner. Mais dans l'idée, c'est par exemple si vous avez une idée ingénieuse, si vous faites preuve d'une inventivité particulièrement incroyable qui nous surprend même nous en tant que MJ, on se dit on n'y avait pas pensé à cette idée-là, on peut vous octroyer un point d'espoir. Si jamais par exemple vous enchaînez des 6 et des 6 et des réussites et que vous faites un double 6, un triple 6, plein de trucs, et que vraiment c'est réussite sur réussite, on peut également vous donner un point d'espoir. A l'inverse, nous, ça va surtout, les points de menace, on va surtout les récupérer si vous faites beaucoup de 1 à la suite, par exemple. Si vous faites 3 1 d'affilée, enfin dans le même jet par exemple, c'est un très très gros échec, on peut considérer que ça ajoute un point de menace. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous? En fait, c'est le niveau de menace qui plane sur vous. Comment ça va s'utiliser? Ça, c'est là que c'est intéressant. Nous, on peut l'utiliser quand on veut. Et on va pas vraiment vous dire comment pour l'instant. Ouais, c'est plus fun. Ça va être plus ou moins à la surprise. Vous verrez. Vous, par contre, on peut vous expliquer comment ça marche. Vous allez pouvoir également les utiliser quand vous voulez. Par contre, il va falloir que vous soyez... Les points d'espoir. Les points Oui. d'espoir, oui. Que vous soyez bien sûr. coordonnés. Oui, les points de menace, ils sont à nous. Pas touche, c'est pour nous et on va bien les utiliser, vous inquiétez pas les gars. Les points d'espoir, il va falloir que vous vous coordonniez bien parce que ils sont pour toute l'équipe. Et ils sont à utilisation unique. Vous avez un Ok. pool commun. Vous avez un pool commun. Donc vous allez devoir vous mettre d'accord et voir comment les utiliser. On a mis quelques exemples dans le document que je peux vous donner maintenant. Donc par exemple, trouver un objet ou une ressource utile, ça peut se faire par point d'espoir. On tient quand même à préciser que c'est pas non plus automatique. C'est pas juste tiens j'ai besoin d'une arme, j'utilise un point Hop. d'espoir et hop j'ai une arme qui sort de mon sac à Un dos. AK-47. Hop là. C'est voilà. faut que ça Placement reste, produit, évidemment. Oui, Bien sûr. oui. On est sponsorisé par AK-47. Bah à oui, fait. par Kalashnikov. Autant. Évidemment, faut que ça reste RP et faut pas que ça casse la narration. Donc globalement, ce sera aussi avec notre accord. Tout à fait. Vous pouvez également l'utiliser par exemple pour éviter d'avoir à réaliser un jet de folie ou de santé. Si vous êtes par exemple au niveau 5 de folie et qu'on vous demande un jet de folie, vous pouvez dire hop, j'utilise un point d'espoir, j'ai pas de jet à faire et je reste à mon niveau 5, tout va bien. Je ne deviens pas complètement décédé tout de suite. Et enfin, et c'est là que vos traits vont être utiles, ça peut vous permettre d'utiliser justement votre trait positif. Vous pouvez utiliser un point d'espoir pour utiliser un trait positif d'un personnage. Je tiens à préciser qu'un point d'espoir n'active pas plusieurs traits positifs. C'est pour ça qu'il va falloir aussi vous coordonner et vous mettre d'accord. Quel trait positif vous voulez utiliser pendant cette action. Lorsque vous activez un trait, il est effectif pendant toute une action, toute une scène, en fonction de la durée justement de l'action ou de la scène. Et ça va vous octroyer des dés, des bonus, peut-être un dé bonus, voire juste un dé supplémentaire, un niveau de palier qui va diminuer. Enfin, ça va vraiment, normalement, ça devrait vous booster. Et en plus, ça devrait exacerber votre trait. Et on vous invite évidemment à le faire ressentir dans votre RP. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vos traits, ils sont continuellement là dans votre RP, mais ils ne sont pas exacerbés. Parce qu'en gros, il y a un moment où vous allez pouvoir l'exacerber quand vous le voulez, plus ou moins modulo votre nombre de points d'espoir. Et à partir de là, vous pourrez le jouer à fond si vous le désirez. A l'inverse, du coup, je pense que vous avez compris, les points de menace, les nôtres, nous permettent d'activer vos traits négatifs. Bah oui. C'est nous qui décidons plus ou moins Eh bah oui. quand vos traits négatifs vont s'activer. Et à ce moment-là, ça va vous donner des
potentiellement des dés malus, des niveaux de seuil de difficulté qui vont augmenter, des dés en moins, peut-être même des dés qu'on va vous refuser. Enfin voilà, ça, c'est à nous de déterminer. Mais surtout, c'est censé aussi apparaître dans votre RP. Si vous Voilà. décidez que votre trait négatif c'est pyromane, bah ça veut dire que d'un seul coup, votre pyromanie est exacerbée et que peut-être vous allez commencer à vouloir tout cramer. Peut-être même cramer vos potes, peut-être essayer de cramer des témoins, peut-être Oh. Voilà. Et c'est vrai que c'est un trait négatif que. Il y en a pas un qui veut le prendre parce que c'est une bonne idée, ça. Étonnamment, non. Non. Moi, je non. propose. Hein. Voilà. Et évidemment, nos points de menace seront utiles pour d'autres choses qu'on ne vous détaille pas tout de suite, mais en Oui. tout cas, voilà, on peut activer vos traits négatifs. On tient à préciser tout de suite qu'il n'est pas possible des deux côtés d'annuler un point d'espoir ou un point de menace. Sinon, on utilise un point de menace, vous pouvez pas dire bah on annule ce point de menace avec un point d'espoir. Vous pouvez décider d'utiliser un point d'espoir en même temps qu'un point de menace, mais pour des trucs complémentaires. Est-ce que vous pouvez le faire ou pas? Oui, Utiliser de la un point de même- menace pour contrecarrer un point d'espoir? Non. Non, de la même manière, on n'a pas le droit. Vous pouvez On pas peut le faire non plus? on Ok. peut pas le faire. On essaie de. C'est Voilà. équitable. Encore une fois, tout ça, c'est des choses qui vont être testées. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. On verra. Peut-être que ça évoluera aussi. Pour l'instant, du coup, on a dit que, histoire de corser un peu la chose et de vous demander de vraiment réfléchir à quand les utiliser et à comment les utiliser, vos traits sont à utilisation unique, que ce soit négatif ou positif. C'est-à-dire qu'une fois que nous, on a utilisé votre trait négatif dans la partie, on ne peut plus l'utiliser. Et de la même manière pour vous. Pour l'instant, on reste sur une utilisation unique sur tout le scénario. Peut-être qu'on modifiera, peut-être que ce sera sur la séance, peut-être que ce Ouais. sera peut-être que ce sera utilisation multiple en fonction de comment on sent la chose. Mais pour l'instant, on reste sur une utilisation unique et partez là-dessus. Vous dites pas tiens, ça va peut-être changer, voilà. Alors, après, j'imagine qu'on peut quand même, c'est le but principal, le montrer dans notre RP. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et ce sera du coup un moment très spécifique où ça pourra nous sortir d'un, mettons, pour l'espoir, pour un moment de trouble, j'imagine. C'est ça, c'est l'idée. Ouais. L'idée étant aussi que vous ayez des traits qui soient pas identiques, potentiellement un petit peu complémentaires. Alors on verra comment on fait pour sans que vous vous disiez non plus vos traits, parce que c'est marrant que Bah, vous ne j'imagine- connaissiez pas les traits des autres. J'imagine que plus c'est situationnel et spécifique, Mieux c'est. mieux c'est. Mieux Ouais, c'est. tout à fait. Et nous de toute C'est façon typiquement, on va vous orienter peut-être aussi pour que votre trait soit potentiellement utilisé Intéressant. dans le scénario. Oui, parce Voilà. que si le trait c'est Ah bah oui. gentil ou- Ah bah non, mais. Oui, alors c'est ça, il faut que ce Sérieux, soit, ça, il faut pas que c'est- ce soit trop large, mais aussi il faut que ce soit en fait utilisable dans le scénario. C'est que nous on sait où on va vous emmener et on sait à peu près où on veut vous emmener. Et si on sent que le trait, on est persuadé qu'il sera pas utilisable ou qu'il sera sûrement pas utilisé ni d'un côté ni de l'autre, bah on est sûr qu'on va sûrement vous dire ok on adapte, est-ce qu'on peut pas plutôt dire ça comme ça, ceci, cela. De la même manière que pour les professions ou hobbies, Ouais. on ferait la même chose. Enfin, on vous laisserait pas prendre un truc qui a aucun intérêt, enfin, sinon il n'y a pas de jouabilité. Et dans les exemples de ce qu'on disait là de traits trop génériques, esprit vif par exemple, que ça parlera peut-être à certains d'entre nous, et n'est pas un trait qu'on accepterait parce que un esprit vif, ça peut être utilisé trop, enfin dans toutes les situations en fait. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour en vrai. Je pense qu'on est bien. Est-ce que Euh, vous avez des questions particulières Non, c'est clair. Non, non, c'est bon. Dans ce cas, je finirai peut-être juste en disant que voilà, globalement, beaucoup de choses vont être. On a essayé, enfin, on a vraiment orienté la chose dans le RP. Beaucoup de choses vont être selon notre jugement un petit peu. Donc, on va aussi vous demander un peu d'indulgence et de compréhension sur certains points. N'hésitez pas non plus à discuter si vous n'êtes pas d'accord sur notre jugement. On pourra en discuter ensemble sur le moment de l'action. L'idée aussi c'est que du coup les scènes soient fluides et qu'on soit vraiment plus dans le RP que dans les mécaniques de jeu de rôle de je lance 3D, j'ajoute le bonus de machin sur ça et tout, c'est pas l'idée. Donc on va essayer de pousser aussi à fluidifier le RP. Mais du coup voilà, je pense que vous avez à peu près dans les grandes lignes ce à quoi ça va ressembler. On va vous donner accès à un mémo Ouais. qui va vous permettre de en un clin d'œil avoir les règles de base, que ce soit justement comment on lance des dés, comment on reroll et comment se passent les jets, notamment de santé ou de folie, c'est les trucs principaux. Et pour le Tout à reste, on vous donne accès à Un aux Google règles en Doc. fait générales que vous pouvez lire. Ça fait une petite dizaine de pages, ça fait 8 pages exactement.
qui vous permet, normalement c'est plutôt bien trié, donc vous allez pouvoir assez facilement retrouver ce que vous cherchez si vous avez des interrogations. Voilà, encore une fois, c'est peut-être voué à changer, on vous tiendra au jus si ça doit changer. Tout Et à fait. je pense qu'on peut passer à une phase un petit peu plus Ouais. RP, Popo. Et oui, du coup, je dis quand même un petit détail qu'on n'a peut-être pas. Voilà. Il y a des règles qu'on vous a pas encore données, mais des petits points. Mais disons qu'il y a des choses qu'on garde pour après. Des petites surprises sympas. Voilà. Il y a des petits trucs rigolos qu'on garde exprès secrets pour plus de plaisir finalement. C'est tellement drôle de Évidemment. découvrir des mécaniques en cours de jeu.